Europe 1. 11h, 13h, Hélène Zélani et vous. Hélène Zélani qui attend vos témoignages justement en direct au 01 80 39 21. Et c'est le rêve de beaucoup d'enfants. Pour certains, il s'est réalisé. Trouver un animal sous le sapin, un chien, un chat, un lapin, un rat ou un poisson. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Bonjour Jean-Charles Fonbonne. Bonjour. Vous êtes le président de la SPA. Merci beaucoup d'être en direct sur Europe 1. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Bonne ou mauvaise idée? Je crois que je connais la réponse, mais j'ai bien envie de l'entendre. Oui, vous connaissez la réponse. Plutôt mauvaise idée, parce que déjà sur le principe, l'animal n'est pas un jouet. Donc on ne le trouve pas au pied du sapin comme une bicyclette ou une PlayStation. C'est un engagement de plusieurs années. Donc il faut, je dirais, respecter la procédure que l'on impose dans nos refuges, qu'impose d'ailleurs la quasi-totalité des associations, qui est celle qui consiste à faire le point avec la famille, avec l'ensemble de la famille, si on peut, du désir d'animal, de la possibilité de l'animal, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles on habite, tout petit appartement ou château avec des hectares de terrain pour faire courir l'animal, et puis les moyens financiers dont on dispose, on n'en parle jamais, parce que c'est un sujet tabou, mais un animal, ça coûte à peu près 100 € par mois, 1200 € par an, pour un animal en bonne santé, donc ce sont des choses sur lesquelles il faut se projeter. Et le jour où un animal est malade, ça peut coûter extrêmement cher. Oui, absolument. Alors vous savez qu'il existe maintenant des assurances, j'allais dire des assurances complémentaires pour les animaux. Ça coûte un peu d'argent quand l'animal est jeune, mais c'est vrai que ça peut effectivement être d'un grand secours lorsque l'animal vieillit. Et il faut dire aussi que on l'a tous vu autour de nous, un petit chien, un petit chaton, c'est vraiment trop mignon quand c'est bébé, mais ça fait des dégâts et parfois on en revient de ce côté peluche et j'imagine que vous les retrouvez dans vos refuges quelques semaines ou quelques mois plus tard. Oui, absolument. C'est pour ça que le législateur a décidé d'interdire la vente des chiens et des chats dans les animaleries. L'année prochaine, nous allons essayer d'obtenir du législateur l'interdiction des foires aux chiots, des foires aux chatons, parce que personne n'y résiste. Effectivement, c'est extrêmement mignon, un petit animal, un petit mammifère. Et justement, il faut se projeter dans l'avenir. Vous avez un canet corsou qui va faire 3 kilos lorsque vous allez le prendre à 2 mois, et puis qui va en faire 70 ou 80 lorsqu'il sera adulte. Si vous n'avez pas réfléchi à la question, ça va évidemment poser d'énormes problèmes. Et comme vous le dites, ça va être un critère facilitateur de l'abandon, forcément. Et il faut jamais oublier qu'on s'engage sur 10 ou 15 ans quand on prend un chien ou un chat. Ça peut pas être un coup de tête. Absolument, c'est 20 ans presque même pour un chat. Donc voilà, ce sont des choses sur lesquelles nous obligeons les familles à réfléchir avant de leur donner un animal. On va prendre en ligne... Ah non, on a une auditrice qu'on essaye de rattraper, mais qu'on a perdue en route. Ça n'est pas grave. Et il y a aussi un autre aspect par rapport, parce que je l'ai vu autour de moi, des gens qui ont pris un chiot très mignon en effet. Là, vous donniez l'exemple du canet corso. Il y a des chiots, il y a des races très à la mode. Les bergers australiens, par exemple, qui sont des animaux extrêmement actifs. Et ça, les gens qui n'ont pas l'habitude des chiens ne mesurent pas l'attention, parce qu'on parlait d'argent, mais il y a aussi le temps. Un chiot n'est pas fait pour être seul. Et ça, il y a aussi cette question de est-ce qu'on mesure bien à quel point on va devoir supporter toutes les bêtises de ce chiot pendant quelques mois et puis lui accorder beaucoup de temps, non seulement le sortir, le faire courir. Et ça, toutes les familles n'en ont pas la capacité. Oui, absolument. Le nombre de bêtises est inversement proportionnel au temps qu'on peut accorder à l'animal. C'est surtout valable pour les bergers. Ouais. Un berger allemand, un berger australien, un berger belge, un malinois. Ils ont absolument besoin de la présence de leur maître. Regardez, lorsque vous croisez dans la rue des gens qui ont ce genre d'animal, tous les 5 mètres, le chien regarde son maître en mode qu'est-ce qu'on fait maintenant? On commence à s'ennuyer, ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé tous les deux. Donc, si vous le laissez seul dans un appartement, il va s'angoisser, il va stresser, donc il va détruire le mobilier, il va aboyer, et puis au bout de 3 jours, vous avez les voisins sur le palier quand vous rentrez du boulot, et forcément, quelques jours après, il est chez nous ou dans un autre refuge. Oui, parce qu'il y a ce problème de mode. Je parlais des bergers australiens parce que c'est vraiment la race à la mode en ce moment, et on suit une mode. Les canets corso aussi sont très à la mode, vous en parliez. Il est très important aussi de se renseigner sur les caractéristiques de l'animal et ses besoins.
Oui, oui, absolument. Surtout pour les chiens, c'est vraiment un point sur lequel on insiste. Vous avez les animaux qui sont des staffs, qui sont très à la mode, et puis les bergers belges, les malinois que j'évoquais à l'instant, ce sont des chiens de travail. Les malinois, c'est des souches militaires qui ont été sélectionnées pour leur endurance, pour leur capacité physique. Vous pouvez pas, c'est vraiment de la maltraitance. Et puis vous ne pouvez pas, je dirais socialement, avoir un animal comme ça dans un appartement parce que il va tourner en rond. On a même des chiens qui font la stéréotypie dans ce cas-là. Vous savez qu'ils tournent sur eux-mêmes pendant des heures parce que ils s'ennuient tellement qu'ils n'ont plus aucun repère de rien. Sur votre site, je suis allée jeter un coup d'œil. Vous racontez, c'est pas vous directement. Hein. On trouve des petites histoires. Il est très bien fait. Vous avez mis en place non pas un podcast, mais un Petcast, avec notamment la question pas bête. On va écouter un petit extrait. Pourquoi utilisons-nous le baby talk pour parler à nos animaux? Quels sont les aliments toxiques pour le chien? Mais savez-vous pourquoi il ronronne? Comment bien s'occuper de son lapin? Des questions curieuses, des questions essentielles, des questions inattendues, des questions impertinentes, plein de questions, mais surtout des questions pas bêtes. La question pas bête. La question pas bête, c'est le podcast de la SPA qui répond à toutes les questions que vous vous posez sur nos animaux de compagnie. Voilà, Jean-Charles Fonbonne, président de la SPA. C'est très bien fait, c'est très sympa à écouter et ça répond aussi à des vraies questions parce qu'avant de prendre un animal, là on parle de Noël parce qu'évidemment c'est d'actualité, mais ça se présente toute l'année. Ça répond aussi à des questions que peuvent se poser les futurs adoptants. Oui. Alors, d'abord, je suis très content que ça vous plaise et que vous trouviez le podcast très bien fait. Nous avons l'ambition à la SPA d'être dans quelques années la référence en termes de protection animale, c'est-à-dire que lorsque l'on a une interrogation, on se dit tiens, que la SPA nous préconise-t-elle dans cette situation? Oui, c'est parfois des questions toutes bêtes. Quels sont les aliments toxiques? On donne pas de chocolat à un chien le jour de Noël, même si ça lui fait plaisir, parce que c'est extrêmement toxique. Et ça peut même être mortel, le chocolat pour un chien. Et ça peut le tuer, absolument. Voilà, donc l'entretien, de quoi a-t-il besoin? C'est-à-dire, en fait, j'en reviens à ce que je disais dans le début de cette intervention, c'est-à-dire que ce sont les questions essentielles auxquelles on va répondre lorsque les gens viennent prendre un animal. Ce sont les questions essentielles que pose également le certificat d'engagement et de responsabilité qu'on fait maintenant signer systématiquement avant une adoption aux gens qui n'ont jamais eu d'animal. On parlait tout à l'heure des chiens à la mode, qui sont des chiens de race. Il y a aussi une grande difficulté, c'est est-ce qu'on achète ou est-ce qu'on adopte? Est-ce qu'on trouve aussi des chiens de race à la SPA? Est-ce que les chiens ou les chats, hein, bien sûr, sont entre guillemets traumatisés? Est-ce qu'ils peuvent s'acclimater dans un nouveau foyer? Voilà, ça fait partie de beaucoup de questions, j'imagine, que se posent les futurs adoptants. Oui, évidemment. Alors, acheter ou adopter. Si vous prenez un animal chez un bon éleveur, c'est-à-dire quelqu'un chez qui les chatons ou les chiots sont nés, je dirais que vous prenez un engagement qui est tout à fait défendable, à la différence de l'achat dans un magasin que peut-être par exemple une animalerie ou un salon du chiot que j'évoquais à l'instant. Ensuite, oui, venez à l'SPA, on a des chiens de race. Parce que on a la logique de ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des gens qui prennent des races à la mode et puis qui se rendent compte qu'ils ne peuvent pas les conserver, donc ils nous les amènent. Et puis, ce qu'il faut dire surtout, c'est qu'il y a le chien ou le chat de la race SPA, c'est-à-dire qui est croisé, évidemment, avec plusieurs chiens de race et qui sont des animaux absolument formidables. La gentillesse, la capacité d'un animal à s'intégrer dans une famille, la capacité à guérir du traumatisme de l'abandon qu'il a connu, je vais y arriver, est évidemment absolument son lien avec sa race ou un chien ou un chat de race multiple. Parce que vous, j'imagine que quand on vient dans un de vos refuges, on exprime ses besoins, on exprime ce que vous disiez, dans quel type d'habitation l'animal va évoluer, un petit appartement ou un jardin ou une maison près de la mer ou je ne sais où, et quel type aussi, est-ce qu'on a d'autres animaux, parce qu'il faut aussi qu'ils s'adaptent
à la vie de la famille. Est-ce qu'on a des enfants en bas âge et les personnes qui travaillent dans les SPA orientent les familles. C'est pas juste un coup de cœur visuel, c'est-à-dire que on a des besoins et face aux besoins, on a peut-être l'animal idéal. Oui, alors c'est évidemment tout sauf un coup de cœur visuel. Les gens généralement font le tour du refuge pour voir quels sont les animaux qui leur plaisent. Puis ensuite on les questionne assez longuement, hein, c'est quand même c'est une demi-heure, 3/4 d'heure. Et puis, écoutez, si le chien ou le chat qu'ils ont pré-choisi, si j'ose dire, sur lequel ils ont flashé, convient à leur mode de vie, on leur donne l'animal. Dans le cas inverse, on essaye de les conseiller, on essaye de les orienter. On a un personnel qui fait mon admiration parce que on a un turnover évidemment très important dans nos refuges. Se présente une famille qui a telle caractéristique avec des enfants, avec un autre animal. Tout de suite, ils sont capables de dire, le chien qui est dans le box 13, celui qui est dans le box 11 va vous correspondre, allez le voir. Généralement, les gens nous écoutent. Les familles qui viennent adopter des animaux, vous savez, sont des gens qui aiment les animaux et qui donc vont faire en sorte de rendre un animal heureux. On a vu des gens venir adopter un chien et repartir avec un chat. Alors c'est vrai que c'est l'extrême, mais on a vraiment jamais de mauvais coucheurs, de gens qui veulent pas démordre, si j'ose dire, de leur choix initial. Ça arrive et dans ce cas-là, on leur dit, écoutez, non, on vous donne pas l'animal. Merci Jean-Charles Fonbonne, vous ne bougez pas, président de la SPA. On va marquer une petite pause et on va se retrouver juste après. Le standard est ouvert, l'antenne d'Europe 1 est à vous. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Hélène Zélani et vous, 11h-13h, revient dans un instant. Hélène Zélani et vous. Réagissez à l'actualité du lundi au vendredi de 11h à 13h sur Europe 1. Europe 1. 11h, 13h, Hélène Zélani. Partagez votre expérience en nous appelant au 01 80 20 39 21. Hélène Zélani est en compagnie de Jacques-Charles Fonbonne, président de la SPA. Oui, on parlait de l'animal cadeau de Noël, un grand classique des difficultés d'adoption. On va prendre tout de suite en ligne, si vous le voulez bien, Jacques-Charles Fonbonne, une auditrice, Elisabeth, qui nous a appelé sur Europe 1. Bonjour Elisabeth. Oui, bonjour. Est-ce que vous avez un animal vous-même ? Alors, je n'en ai plus, parce que décédé, et voilà, je n'ai pas souhaité remplacer. Vous n'avez pas voulu en prendre un autre ? Non. Et qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on puisse offrir à un enfant, ou pas d'ailleurs, ou à un adulte, un chien sous le sapin ou un chat ? Écoutez, moi je trouve que c'est un peu une aberration juridique. Un animal, il y a eu 3 lois successives. 2000, le plus récent c'est 2021. Je ne connais plus exactement les dates, qui ont fait qu'on a pris en compte la sensibilité des animaux, le mieux vivre ensemble entre les individus et les animaux. On ne leur a pas conféré une personnalité juridique, mais on les a retirés du registre des choses. Donc un animal, donc une créature dotée d'une sensibilité juridique et donc ne doit pas faire l'objet de commerce. Alors, il y a quand même quelque chose en même temps là-dedans toujours entre le fait qu'il y ait des animaleries dans lesquelles on peut acheter un animal comme s'il était une chose, donc ça la loi n'a pas changé, et l'offrir comme une chose à un enfant qui peut-être n'en aura pas envie le lendemain. Et moi, je conseille fortement aux gens de s'adresser plutôt aux associations comme la SPA, parce que là, pour l'avoir expérimenté et fait expérimenter autour de moi, il y a un contrat. C'est-à-dire que le dirigeant de la SPA qui est près de vous va pouvoir peut-être le confirmer. Tout à fait, il en parlait tout à l'heure, tout à fait. Voilà, c'est-à-dire que si l'animal ne convient pas, vous pouvez le ramener. Moi, c'est arrivé à ma sœur, le chien, elle ne la supportait pas, donc il l'a mordu. Par contre, il a fait le bonheur d'un couple de personnes âgées qui ont bien su faire avec lui. Il y a un contrat, l'assurance, la stérilisation, les vaccins et surtout la vérification des conditions dans lesquelles l'animal va être adopté. Et pour moi, c'est je suis pas un ayatollah de la cause animale, et simplement il y a des lois et il faut impérativement tenir compte du cadre juridique. L'animal, il a la personnalité juridique, mais c'est quand même pas une chose. Ça a été clairement énoncé.
Bien sûr, non, vous avez raison, Elisabeth, mais il faut. Vous partez de l'idée que forcément, on va offrir. Si on offre un chien, par exemple, un chiot à un enfant, ça va. C'est un objet, il n'est pas forcément bien traité, etc. Il faut quand même aussi dire qu'il y a des familles qui s'occupent très bien de l'animal, qui ont bien réfléchi, qui mettent en place tout ce qui est nécessaire pour assurer le bien-être de l'animal. Tout à fait. On ne peut pas. Tout est pas noir ou blanc, bien sûr. Hein. Mais ce que vous dites, c'est un petit peu, vous le dites avec évidemment beaucoup de bon sens, c'est quelque chose qui se fait en amont. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas le jour de Noël avec un petit paquet, surprise, un petit chien ou un chat ou 15 bon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire c'est en amont, on en discute et on prépare l'accueil de cet animal. Voilà. Mais c'est pas un paquet comme on offre une cravate, un slip ou un t-shirt. Vous voyez, surtout que c'est la toute petite différence. Comme le rappelait Jacques-Charles Fonbonne, le président de la SPA, ça a un coût qui n'est pas négligeable et ça représente du temps et ça représente du temps sur le moment et sur la durée, puisqu'un animal ça peut vivre jusqu'à 20 ans pour un chat et que donc on s'engage pour du long terme. Merci beaucoup Elisabeth de votre appel. Jacques-Charles Fonbonne, cette personnalité juridique de l'animal, elle est importante à rappeler comme l'a fait Elisabeth, hein. Alors c'est un problème extrêmement compliqué parce que il n'y a pas de personnalité juridique au sens du droit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pour l'animal la possibilité de diligenter des actes juridiques. En revanche, le Code rural et les codes civils se sont positionnés sur le fait qu'effectivement, l'animal est un être doué de sensibilité. La difficulté, c'est que ça ne change pas sa capacité juridique, ça ne change pas son régime juridique. Et on est en train de réfléchir à la possibilité de changer ce statut. Le Code civil dit que lorsque les lois n'en disposent pas autrement, c'est le régime des biens qui règle les questions relatives à l'animal. Mais il est pas simple d'en sortir. Je vous donne un exemple. Lorsque vous êtes éleveur, que vous vendez une vache, que vous vendez un chien, que vous êtes en présence, par exemple, d'un animal sauvage, pour en disposer, il est nécessaire que ce soit un bien, parce qu'on ne peut pas vendre, on ne peut pas céder autre chose qu'une chose en quelque sorte qui soit un bien au regard du Code civil et qui soit un meuble. Donc c'est vraiment un statut juridique tout à fait nouveau qu'il faudrait créer, et en l'état actuel c'est très compliqué. C'est compliqué. Le rapport de l'homme à l'animal est extrêmement protéiforme. On préfère, nous, à la SPA, parler en termes de respect, en termes de droit de l'animal et en termes d'obligation des propriétaires vis-à-vis de leur animal et vis-à-vis des animaux en général. Oui, et ça me fait penser à un point important, il me semble aussi, c'est qu'aujourd'hui, il est très facile de trouver un animal sur Internet. C'est-à-dire que des gens s'improvisent éleveurs, ou pas d'ailleurs. Oh tiens, j'ai une portée. Oh tiens, à des prix d'ailleurs qui peuvent être modiques comme élevés. Et ça, j'imagine que pour vous, c'est une nouvelle difficulté qui est très difficile à gérer, surtout. Parce que comment mettre fin à des trafics? On sait qu'il y a des animaux qui viennent de pays de l'Est, qui sont transportés dans des conditions absolument atroces, ou des reproductions qui se font dans des conditions qui ne sont absolument pas éthiques. Et ça, j'imagine que c'est aussi un sujet d'inquiétude pour vous. Oh, je dirais que c'est même le sujet majeur, parce que il est extrêmement difficile de lutter contre les ventes sur Internet. Ce sont, comme vous le dites, des gens qui s'improvisent, éleveurs qui vont élever des chiens de race, des chiens à la mode, dans des box de garage, dans des conditions épouvantables, dont on va se débarrasser le plus rapidement possible en les vendant, parce que moins on les conserve et plus vite on rentre dans son argent. Un chiot qui est vendu à peu près 1 000 €, si vous avez 3 femelles allaitantes qui vous font 2 portées par an, vous avez quasiment un revenu qui vous dispense de travailler. Et puis c'est une vente qui est vraiment, si vous me passez l'expression, au cul du camion, c'est-à-dire qu'on va vous donner rendez-vous dans un endroit neutre sur un parking de supermarché ou l'équivalent, avec un numéro de portable qui est un numéro de portable à usage unique. Vous allez avoir un animal qui n'aura pas été vacciné, qui aura été séparé de sa mère très tôt. Vous allez avoir des certificats de vaccination, des certificats vétérinaires qui, dans le pire des cas, vont être des faux, des actes de naissance avec des inscriptions au livre des origines françaises qui seront faux, et vous allez vous retrouver alors
Peut-être, et il faut l'espérer avec un animal sympa, mais vous avez beaucoup de chance en accumulant tous ces inconvénients initiaux de vous retrouver avec un animal qui sera agressif, qui sera peu équilibré et avec lequel vous ne serez pas bien et qui sera pas bien lui-même. Voilà, ça c'est vraiment un conseil extrêmement important à donner à tous nos auditeurs, à toutes les personnes qui veulent adopter. Surtout ne pas acheter sur Internet, c'est la pire des choses à faire. On va prendre en ligne Alexia. Bonjour Alexia. Bonjour. Alors vous êtes un peu tout le contraire de ce qu'on vient de dire. Vous êtes quelqu'un qui adorait votre chien et qui le traitait extrêmement bien. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui. J'ai beaucoup d'amour pour ce chien qui est un très beau cocker. Que vous avez acheté à un éleveur ? Oui, que j'ai acheté à un éleveur qui a 11 ans. Le chien a 11 ans. Donc c'est vrai que c'est un chien qui apporte énormément d'amour, à qui on donne énormément d'amour, c'est un vrai partage. Donc j'ai trouvé dans un magasin, en me promenant fin novembre, j'ai vu qu'il y avait des calendriers de l'Avent pour chiens. Donc, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Évidemment. Alors votre chien a eu droit à un calendrier de l'Avent alors ? Voilà, donc mon chien a eu droit à un calendrier de l'Avent qu'il a failli pas avoir parce que quand j'y suis retournée, il n'y en avait plus, donc j'ai quand même fait démonter à la vendeuse toute sa réserve pour qu'elle m'en retrouve un, parce que j'étais très déçue. Et donc tous les jours, le chien avait j'ouvrais le calendrier pour le chien qui avait sa petite friandise, donc c'était un vrai cérémonial. Il l'attendait tous les matins. Il avait compris le truc. Et est-ce que vous lui avez... Est-ce qu'il a eu droit à un cadeau de Noël, votre chien ? Bien évidemment, il a eu droit. Donc il avait bien sûr son collier de Noël, bien évidemment, son petit collier du Père Noël. Et le jour de Noël, pour le réveillon, il a eu droit à sa magnifique boîte à manger, donc d'une marque que je ne citerai pas, mais qui est une très belle marque de nourriture pour chiens. Donc il a eu sa terrine de pintade aux abricots. Eh ben. Vous le bichonnez, vous bichonnez votre vraiment. chien, Alexia. Oui. Mais le rapport entre un animal et son maître, quand on aime énormément les animaux, c'est un tel échange, un tel partage, un tel don d'amour réciproquement que voilà, comment on peut les abandonner, comment on peut les maltraiter, comment on peut ne pas s'en occuper, Merci. Que je ne comprends pas. Merci Alexia, c'est un très joli témoignage. Jean-Charles Fonbonne, président de la SPA, malheureusement, c'est touchant d'entendre Alexia, cet amour qu'elle a pour son chien. C'est vrai que certains maîtres vont jusqu'à dépenser énormément pour leur animal, et ça se comprend. Oui, on est plusieurs dans ce cas-là. Aujourd'hui, vous avez combien d'animaux dans vos refuges ? Vous avez une idée précise ou c'est très variable ? Ah oui, très exactement. Ce sont les chiffres du 30 novembre. On a très exactement 7421 animaux dans nos refuges. C'est beaucoup. On a eu une année difficile parce que on a eu 2% de moins d'adoption et 1,3% très exactement d'abandon. Alors sur nos 63 refuges, nous recueillons chaque année 46 000, 45 000 animaux. Donc c'est un chiffre, si vous voulez, c'est un boulet qu'on a traîné toute l'année, ce qui fait que nos refuges ont quasiment pas des amplis. On a connu un pic à 9-10 000 en fin juillet, début août, 7 500, ça veut dire qu'on est toujours et quasiment à saturation. C'est un problème pour lequel on voit pas vraiment de solution à court terme. Vous demandez évidemment, vous appelez tout le monde à venir adopter dans vos refuges et aussi à vous aider parce que votre seul moyen de subsistance et pour s'occuper de vos animaux, c'est les dons des personnes. Et vous en avez absolument besoin, d'autant que j'ai vu qu'avec l'inflation, le coût de prise en charge des animaux avait explosé pour vous. Oui, on est passé en 3 ans d'à peu près 650 € par animal
parce qu'on les soigne, parce qu'on les stérilise, parce qu'on les fait identifier évidemment avant de les donner, et puis on les nourrit, on les chauffe quand il fait très froid, le temps qu'ils sont chez nous pour leur adoption. On est donc passé, vous disais-je, de 640, 650 euros à 1900, enfin à 1000 euros, 980 et quelques euros, c'est-à-dire 1000 pour chaque animal en moyenne sur le cours de l'année. C'est une augmentation qui est évidemment considérable. Voilà, donc comme vous le disiez, nous ne vivons que de la générosité du public, des legs, des dons qui nous sont faits. On n'a quasiment aucune subvention de l'État ou des collectivités. Alors donc pour aider la SPA, il suffit d'aller sur votre site, laspa.fr, et puis bien sûr pour une bonne action, vous allez dans un refuge et vous serez extrêmement bien conseillé pour trouver l'animal idéal. Je l'ai bien fait. Oui, c'est ce que je voulais vous dire très exactement, c'est-à-dire que venir chez nous ou dans une autre association, évidemment, je ne veux pas tirer la couverture. En venant dans une association qui protège les animaux, vous en sauvez deux. C'est-à-dire que vous prenez celui avec lequel vous rentrez dans votre famille, et puis ça libère une place. C'est-à-dire que ça nous permet d'en sortir un de la fourrière. Vous savez, les refuges appartiennent aux associations, mais la fourrière, c'est une activité municipale. Les maires sont tenus de capturer les animaux divagants, et lorsque le propriétaire se manifeste pas, eh bien, ou ils sont euthanasiés par la fourrière, ou s'ils ont la chance qu'il y ait une association à proximité et qu'il y ait un petit peu de place pour les prendre, à ce moment-là, évidemment, l'association va les recueillir, et nous refusons à procéder à toute euthanasie que ce soit, sauf lorsque l'on a des animaux qui souffrent de maladies incurables, évidemment, pour les empêcher de souffrir. Mais venir dans un refuge, c'est sauver deux animaux. Et puis, en début d'interview, j'ai fait l'inventaire, si j'ose dire, de toutes les précautions que l'on prend. Mais au-delà de ces précautions, évidemment, venez dans un refuge. Il y a forcément chiens, chats, lapins, petits mammifères, jeunes, vieux, chiens ou chats de race ou pas de race. De toute façon, l'animal qui va vous rendre heureux, que vous rendrez heureux, et c'est un formidable vecteur de santé, d'amour, de lien social lorsque l'on a un animal. Merci beaucoup Jacques-Charles Fonbonne, président de la SPA. Merci d'avoir été en direct sur Europe 1. Hélène Zélani vous revient dans un instant, et sachez que tous les après-midi de 15h à 16h, Stéphane Bern prend plaisir à vous raconter l'histoire de ces personnalités, ces événements, ces lieux qui ont marqué les Français grâce à son récit du jour et à son invité. Et alors aujourd'hui, ça tombe bien, puisqu'on parlait d'animaux, il sera question du destin de Zarafa, la première girafe de France. Rendez-vous en famille à l'écoute d'Historiquement Vôtre, 15h, 16h, avec Stéphane Bern sur Europe. Hélène Zélani et vous. 01 80 20 39 21.